Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, une maman qui a osé tout quitter pour retrouver du sens dans sa vie professionnelle. Formée au droit, elle a travaillé pendant des années dans un domaine dans lequel elle n'était pas épanouie. Et comme beaucoup d'entre nous, elle s'est accrochée, pensant que c'était la voie à suivre. Jusqu'à ce que son corps lui envoie des signaux forts lors de sa grossesse et lui fasse comprendre que ce n'était pas la bonne voie. Elle a alors décidé d'écouter son corps et de se reconnecter à qui elle est vraiment pour se lancer dans une carrière professionnelle qui lui convienne. Nous allons aujourd'hui découvrir son parcours, comment elle a vécu cette transformation, ce que cela lui a apporté dans sa vie de maman et dans sa vie de femme. Et pour cela, j'accueille Élodie. Bonjour Élodie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, merci beaucoup. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, je suis Élodie Franck et j'ai 39 ans. Je vis actuellement à Tonnerre, une ville près de Genève. Et je suis mariée avec mon mari. On est ensemble depuis 18 ans, un vieux couple, et nous avons deux enfants, deux petits garçons. J'exerce le métier de praticienne en cuisine-thérapie aujourd'hui, après avoir exercé le métier de juriste, comme tu le disais. Oui, alors on reviendra justement sur ce métier qui n'est pas encore très très connu, mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman? Alors, j'ai eu mon premier fils Adam il y a 7 ans et demi. Son petit frère est arrivé assez rapidement après puisqu'il va avoir 6 ans. D'accord, donc effectivement, ils sont assez rapprochés, ils doivent avoir pas mal de complicité. Très juste. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Eh bien, le hasard de l'algorithme de LinkedIn a fait que j'ai vu une publication que tu avais lancée en disant si vous vous reconnaissez dans un profil de femme entrepreneur atypique au parcours singulier, faites-moi signe. Alors moi, je me suis un peu reconnue dans cette description et j'ai osé toquer à ta porte. Exactement, c'est la puissance des réseaux sociaux. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? C'est une excellente question. J'aurais pu dire Sœur Emmanuelle, Isabelle Filiosa. Je crois que je vais garder en tête Kate Winslet pour le message qu'elle véhicule qui me semble extrêmement important relatif à l'image physique et de cesser de rentrer dans les codes. Elle en a beaucoup souffert et elle essaye d'éduquer aujourd'hui à l'acceptation des corps tels qu'ils sont plutôt que de se torturer. Et comme c'est une thématique vers laquelle j'accompagne mes clientes, de manger de manière libre et apaisée et d'accepter le corps qui nous est donné sans nous torturer. Forcément, son message m'inspire beaucoup et j'aime l'idée qu'elle en parle publiquement avec son rôle d'image publique sans distorsion.
Oui, c'est vrai effectivement qu'elle est très impliquée là-dedans, comme tu le dis, elle a beaucoup souffert de son apparence et puis même pour certains films où elle devait fortement maigrir, etc. C'était une torture pour elle et donc effectivement elle est très très active dans ce message pour que chacune d'entre nous, on puisse être à l'aise avec notre corps parce que malheureusement encore dans les publicités, les mannequins, etc. Elles sont toutes filiformes et ça peut nous amener énormément de complexes. Tout à fait. Les choses changent, mais doucement. Heureusement qu'il y a des voix comme ça qui sont un peu fortes et qui se font entendre. Hmm, c'est clair. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours donc dans le domaine juridique et qu'est-ce qui t'a finalement attiré initialement vers cette voie? Alors en fait, moi, je me suis formée au droit directement après le lycée en France. Je suis française et je suis allée faire mes études de droit à l'Université Lyon 3. J'ai fait 5 ans de droit, un master en droit des affaires et un master 2 en droit de la propriété intellectuelle. Je crois que ce qui m'a intéressée dans le parcours juridique, c'est le fait que c'était généraliste parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et à la fois, il y avait cette rigueur et cette structure qui m'habitent, hein, qui font partie de moi et qui faisaient sens dans ce pan de ma vie. Le côté droit de la propriété intellectuelle faisait sens aussi parce qu'il y a une part très créative en moi. Et la propriété intellectuelle, c'est acter la créativité de quelqu'un. Donc en Mhm, fait, les choses se rejoignaient d'une certaine façon. Mais au final, moi, j'ai été diplômée de mon master 2 en droit de la propriété intellectuelle et puis je me suis retrouvée dans la recherche d'emploi et avec un dilemme personnel de est-ce que je vais exercer mon métier à Paris parce que c'était là qu'il y avait le plus de demandes ou est-ce que je mm, suis l'homme de ma vie qui est en Suisse. Et ce qui vibrait le plus fort en moi à ce moment-là, c'était suivre mon mari. Et j'ai galéré. J'ai été d'abord secrétaire juridique, assistante, paralégale, puis juriste. J'ai gravi les échelons dans les métiers du droit à ma disposition sans diplôme suisse. Et mhm. finalement, une fois que j'ai exercé le métier de juriste et que j'ai pu pleinement vivre cet aspect-là du métier, je me suis rendu compte qu'il faisait plus tellement sens et qu'il n'avait peut-être jamais fait sens. Et donc, il a fallu tout remettre en question. Ah oui, donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à ressentir que finalement ce métier ne te correspondait plus. Est-ce que tu as eu, alors on a préparé bien sûr l'épisode et on a parlé de ta grossesse et ta grossesse a été vraiment un déclencheur important, mais est-ce que tu as eu des signes avant-coureurs comme quoi ce métier ne te correspondait pas avant ta grossesse et comment la maternité a influé finalement ta perception du travail et ta décision de tout changer? Alors, les signes avant-coureurs, effectivement, ils étaient assez nombreux parce que je flirtais avec le burn-out. Mhm. Je faisais beaucoup d'efforts pour arriver à exister dans ce métier et puis pour correspondre aux attentes et pour bien faire mon travail. Et puis ça, c'était des drivers un petit peu forts en moi que j'ai pu retrouver dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, souvent j'étais malade, souvent j'avais des blocages dans le dos, souvent je devais aller chez l'ostéopathe, souvent je fumais trop ou je lâchais prise le week-end un peu trop pour arriver à compenser les difficultés et les signes de déplaisir que je ressentais dans mon métier. Et puis, ça se manifestait aussi dans les relations que je percevais compliquées, dans le milieu des avocats qui n'étaient pas forcément simples à appréhender pour moi. Donc, mon corps se manifestait à plein de moments. Et puis, effectivement, pendant les grossesses, ça a été un espèce de catalyseur ultime où j'ai été assez malade. Je souffrais d'hyperémèse gravidique, c'est-à-dire Mhm. que plus que les nausées, je vomissais tout ce que j'absorbais, ou presque. J'étais souvent à la limite de la perfusion pour arriver à être suffisamment hydratée, puis ça a duré des mois. Donc, j'ai dû être absente du travail. Et quand je suis revenue, au bout de quelques semaines d'arrêt de travail, alors que j'étais vraiment pas encore en forme, hein, je souffrais que de nausées à ce moment-là, mais Ouais. c'était déjà pas facile. J'ai entendu mon patron me dire, mais en fait, il faut arrêter, la grossesse, c'est pas une maladie. Et en fait, il y a eu une espèce de dissonance en moi de me dire, mais j'ai l'impression que mon corps est en train de mourir, et on me dit que je n'ai pas de maladie et qu'il faut arrêter d'en De faire tout un plat dramatiser. Mm, dramatique. En fait, il y a eu un tel écart de perception que là, je me suis dit, mais je suis pas à ma bonne place. Ça dissonne trop. Il a fallu que je me dise, mais maintenant, réaligne-toi avec ton ressenti. Là, ton ressenti te demande de te reposer. Ensuite, mon corps, avec un utérus contractile, avait des contractions permanentes dès que je bougeais. Donc, en fait, ah mon ouais. corps me disait, arrête-toi. Il a fallu à nouveau que je me mette en arrêt. Et là, bah, c'était beaucoup plus fluide d'écouter ce corps. Et du coup, j'ai plus eu envie de retourner travailler dans ce métier-là. Et j'ai eu envie de m'accorder, d'être avec mes enfants pleinement, Mm, mm. tout en ne sachant plus vraiment qui j'étais. Parce que quand j'ai fait tomber le masque de la juriste, j'avais confondu ce masque avec ma vraie personnalité. Donc, il a fallu que je me reconstruise et que je sache qui j'étais pour ensuite pouvoir véhiculer cette image juste à mes enfants et trouver le sens dans ma vie aussi.
Et oui, et c'est pas facile, effectivement, comme tu le dis, quand on associe qui on est au métier que l'on a, on se dit, là, ça y est, j'ai plus de métier, ou je ne suis plus ce métier-là, donc je suis qui? C'est tout à fait juste. D'ailleurs, quand tu m'as demandé de me présenter, je pense que je l'ai dit comme tel, j'exerce le métier de praticienne cuisine-thérapie, mais je suis Mm, pas praticienne cuisine-thérapie, c'est une petite part de moi. Mon métier n'est pas moi, c'est une part, un aspect, une facette du diamant que je représente aujourd'hui. mm, exactement. Alors, changer de voix n'est pas forcément simple et on va le voir. Et tu l'as déjà un petit peu dit, surtout par rapport à l'image qu'on peut renvoyer à nos proches, aux attentes de ceux qui nous entourent. Comment tu as fait pour passer outre les peurs ou ce que j'appelle les fausses bonnes recommandations de ton entourage qui peuvent te dire, par exemple, non mais t'as un CDI, t'as un salaire, pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat et puis c'est quoi ce nouveau métier, ça n'existe pas, comment tu vas faire pour vivre, payer tes factures, etc. qui sont souvent finalement les peurs d'autres personnes qui rejaillissent en nous. Ben, je pense que les plus grandes peurs, c'est moi qui les avais en moi. J'avais intériorisé le message des autres qu'ils n'osaient pas me dire. Je le voyais dans leurs yeux, mais ils Mhm. n'osaient pas me dire mais tu te mets en danger. Mais je le percevais et je le sentais. J'ai eu de la chance d'avoir un mari qui m'a dit, OK, ça a l'air de vraiment vibrer pour toi de faire ça, vas-y. Il a eu du mal à accepter quand j'ai renoncé à retourner travailler dans l'étude d'avocat où j'étais employée, mais il a accepté parce qu'il a vu que c'était plus fort que moi. C'est vrai que la famille, notamment mes parents, qui ont payé mes études de droit, qui voyaient que j'arrivais enfin à ce poste de juriste, je pense pas qu'ils ont compris et je suis pas sûre qu'ils sachent exactement ce que je fais aujourd'hui, mais je vois leur regard s'assouplir au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure du plaisir que je prends à exercer mon métier. Et puis, bah, lever les peurs. Comment j'ai fait pour lever les peurs? Bah, je les ai accueillies. J'ai essayé de comprendre ce qu'elles venaient me dire, quel était ce besoin de sécurité qui faisait que j'avais peur de me mettre en danger. Voilà, j'ai vraiment essayé de me connaître. Déjà, c'est la première chose. Me reconstruire, connaître qui je suis, connaître mes drivers, apprendre à être avec moi, sans faire, juste être. Ça a été la première étape. La deuxième étape pour oser le pas vers ce métier original de la cuisine thérapie, ça a été de me dire qu'est-ce que tu regretterais le plus, d'y aller ou de ne pas y aller. Mm. Mais au final, entre ces deux étapes, il a fallu savoir que je voulais faire ça. Ça a été difficile. J'ai dû sonder, j'ai fait des mind maps de qu'est-ce que j'aime dans la vie, quelles sont mes compétences. Sans le savoir, je faisais de l'ikigai. Et en fait, le changement, on a souvent l'idée qu'il est en déclic immédiat. Mais moi, cette transition professionnelle, elle m'a pris 5 ans. Mm. Le temps de me reconstruire, de savoir qui j'étais, d'avoir mes enfants en parallèle. Et c'est un sacré bouleversement que d'avoir des enfants. C'est On clair. apprend beaucoup avec la parentalité, c'est une sacrée thérapie sur soi. Et au final, bah voilà, ça a été progressif. Mais le jour où j'ai mis les mots cuisine thérapie ensemble, que j'ai cherché sur Google, que j'ai trouvé que ça existait, j'ai intégré la formation en un mois. Parce que là, je me suis dit, OK, l'investissement financier, il est tel que c'est vraiment important. Le risque, la mise en danger, elle est là, OK. Mais qu'est-ce que tu regretterais le plus? Et du coup, ça a été assez immédiat à ce moment-là. Oui, alors je trouve ça extraordinaire parce que tu rejoins finalement ce qu'ont dit deux personnes que j'ai déjà interviewées dans ce podcast, donc je mettrai les liens en commentaire de cet épisode. Une maman solo qui nous disait il y a quelques semaines, quelques mois, qu'elle s'est posé exactement la même question quand elle est devenue entrepreneuse en disant elle a un problème de santé et elle s'est dit en fait qu'est-ce que je vais regretter? Je vais regretter de ne pas m'être lancée. Si jamais j'étais restée sur la table d'opération, c'est ce que j'aurais regretté. Et du coup, c'est ce qui l'a amené à lancer son activité d'entrepreneuse. Et on a reçu, donc, je crois que ça devait être au printemps dernier, de mémoire, une maman qui aujourd'hui travaille aussi dans la cuisine comme toi, mais elle fait des pâtisseries et s'est rendue compte pendant le Covid. Donc, son activité, elle était globalement chez elle. Son mari a été atteint du Covid, donc il a été hospitalisé, etc. Et elle a commencé à cuisiner et elle s'est rendue compte que la cuisine l'apaisait. Et donc, elle a lancé son activité. Donc là, elle fait plein de gâteaux pour tout le monde, etc. Mais elle s'est rendue compte que cuisiner, finalement, l'apaisait pendant cette période d'ultra stress où elle savait pas si son mari allait s'en sortir, elle pouvait pas aller le voir à l'hôpital, etc., etc. Et c'est ce qui lui a aussi permis finalement de se lancer de la même manière dans l'entrepreneuriat parce qu'elle s'est écoutée et aujourd'hui elle s'éclate. Voilà, elle a une grosse communauté, elle vend des tonnes de gâteaux, etc. Mais ces deux personnes-là me font penser à ce que tu dis, de s'écouter et puis de se dire ok, qu'est-ce que je vais regretter le plus? Et c'est souvent finalement quand on arrive à faire une introspection suffisamment importante en soi qu'on se rend compte que oui, c'est important de suivre notre voie, même si bien sûr il y a des peurs, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des imprévus, pour justement ne rien regretter
si jamais, voilà, ou à la fin de notre vie, etc. C'est tellement percutant. Et ce sentiment d'apaisement en cuisine, ça a été aussi précurseur pour moi de cette recherche d'accompagner l'autre avec la cuisine plus tard. Parce que, bah, comme je te disais, la parentalité, ça a été un sacré séisme. J'ai deux enfants rapprochés qui, en plus, ont plein d'atypisme et ça a été beaucoup de challenges. Et du coup, il fallait des moments où je pouvais revenir à moi. Et c'était en cuisine que je trouvais cet aspect méditatif et reconnectant à moi-même, en fait. Mm, mm. Ouais, super. Alors justement, quand tu t'es lancé dans cette reconversion, quels ont été tes plus grands défis, que ce soit professionnellement ou personnellement? Et puis, on va rentrer un petit peu plus en détail, même si tu l'as évoqué rapidement. En quoi justement la cuisine thérapeutique t'a aidé et aujourd'hui, comment tu aides les autres? Alors, les plus grands défis dans la reconversion, ça a été la conciliation de tous les pans de la vie, c'est-à-dire être une femme qui honore ses besoins et qui arrive à s'écouter, y compris en ayant du temps pour faire du sport, pour prendre soin d'elle, etc. Être une maman à disposition, disponible émotionnellement surtout, et à me former dans un premier temps, parce que j'ai dû faire la formation avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, bah ça prend énormément d'énergie, sachant que la formation pour la cuisine thérapie, c'est à la fois aussi une démarche thérapeutique pour soi. Parce que on passe par des étapes de connaissance de soi et d'apprentissage d'outils qu'on doit mettre en mouvement pour soi. Donc en fait, quand on est engagé émotionnellement pour soi, c'est difficile d'être disponible pour les autres. Donc voilà, la conciliation qui reste aujourd'hui un gros aspect, trouver le temps pour tout. J'ai l'impression parfois d'être une machine qui fait tout à la fois. Et à la fois, c'est aussi ce qui fait que je ne m'ennuie jamais. Je déborde d'énergie, j'ai besoin de la canaliser certes, mais j'ai besoin de challenge. Et ça, c'est vrai que je le retrouve aujourd'hui dans mon métier. Après, comment est-ce que j'accompagne l'autre avec la cuisine thérapie? Déjà, pour poser ce que c'est certes cuisiner, mais c'est cuisiner sans chef, sans recette. On improvise comme en art-thérapie, sauf que le médiateur d'expression de création, c'est la cuisine. En improvisant avec les ingrédients, Mhm. on crée et ensuite on décrypte l'assiette ensemble. Moi, j'aide les personnes à décrypter ce qui se passe dans le processus créatif et dans l'assiette. Et au final, si je fais bien mon travail, je les aide uniquement à s'écouter. Moi, je donne pas de conseils, je suis pas un guide, mais je suis là pour les aider à aller écouter la voix intérieure que le mental en pilotage automatique vient souvent masquer. D'accord. Et finalement, je les accompagne à trouver ce qui, moi, m'a manqué pendant ces 5 années de recherche ou alors que j'ai affiné. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'accompagne les personnes vers une meilleure communication, vers une meilleure confiance en elles-mêmes, vers le lâcher-prise et puis vers une alimentation plus apaisée et sereine et une meilleure perception de l'image corporelle. Ce sont les thématiques que j'aborde le plus souvent D'accord. à Toned, dans mon lieu de travail et en visio également, parce que ça marche très bien. Ok, bon bah Voilà. super. Génial. Maintenant que tu es justement dans ce domaine qui te correspond, quel impact tu as pu voir sur ton bien-être, mais aussi celui de ta famille? Parce que forcément, lorsqu'on va bien, ça rejaillit sur ses proches. Lorsqu'on va mal, ça rejaillit aussi sur ses proches. Oui, alors l'impact premier, c'est que je suis plus disponible émotionnellement. Et même si parfois mon plus jeune fils me dit, ah maman, tu travailles beaucoup, c'est vrai, je travaille beaucoup, je suis quand même beaucoup plus présente quand je suis présente. Je suis pas là parce qu'il faut l'être, je suis là parce que je suis bien. Et en fait, le plaisir que je ressens dans mon métier, bah, il rejaillit sur ma famille. Ça ne veut pas dire que tout est toujours tout très rose et parfait, mais il y a quand même un sentiment d'apaisement intérieur en moi qui fait que je peux le modéliser pour eux et que du coup, ils apprennent aussi à revenir au calme, à faire des choses qui les font vibrer. Par exemple, mon fils aîné, il dessine, il dessine. C'est ça qui canalise son anxiété avec tous ses neuroatypismes. Là, il dessine. Et d'oser vibrer ce qui me plaît, moi, leur inspire à de vibrer ce qui leur plaît à eux. Bon, après, ils sont encore jeunes, donc ils se construisent aussi. De là Oui. à dire ça, c'est de la part de mon métier ou ça, c'est de la part de leur évolution personnelle, c'est plus complexe que ça, mais je suis intimement convaincue que ce réalignement que je vis moi, ils le perçoivent et ça leur permet d'être plus alignés avec eux-mêmes. Ah ben moi, je suis persuadée qu'effectivement, la manière dont on vit les choses émotionnellement en tant que maman rejaillit sur nos enfants. Moi, ça m'est arrivé plein de fois lorsque, par exemple, on a passé une mauvaise journée ou à l'époque, quand j'étais salariée, je rentrais, ça s'était mal passé au bureau, etc. Bizarrement, les enfants étaient insupportables, ils se disputaient, ils cherchaient finalement les histoires, etc. Et ça partait complètement en cacahuète, si je peux dire. Par contre, les fois où j'étais apaisée,
apaisé, la relation était apaisée aussi. Alors maintenant, ils sont plus grands, les miens, au global, mais je le vois aussi dans les relations que je construis avec eux. Quand j'ai le temps et quand émotionnellement, comme tu le dis, je suis disponible pour pouvoir discuter avec eux, etc., ils prennent aussi ce temps de venir me raconter leur journée, de venir me raconter que machin a fait ci ou que bidule a fait ça ou que eux, ils se sont sentis comme ci ou comme ça. Je trouve ça hyper important pour pouvoir créer aussi des relations à long terme avec ses enfants, notamment lorsqu'ils rentrent dans la vie adulte. Moi, j'en ai un, ça y est, qui rentre dans la vie adulte là, donc il est plus à la maison, mais régulièrement, il va prendre de mes nouvelles, régulièrement, il va me dire, maman, j'ai ça à faire, t'en penses quoi? Et je me dis que ça, par exemple, moi, j'avais un papa qui était pas trop disponible parce qu'il était militaire. J'avais une maman qui travaillait aussi. J'avais pas le même relationnel, en tout cas quand j'étais jeune adulte, avec mes parents, parce que finalement, mon père, de toute façon, avait jamais été trop dispo puisqu'il était jamais trop là. Donc, j'avais pris l'habitude de me construire sans lui. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire mes études supérieures, je leur ai pas trop posé de questions, je leur ai pas trop demandé leur avis. Ce que je vois là, mon fils, depuis quelques mois, faire régulièrement, et pourtant, on n'est pas à côté, mais régulièrement, maman, tu penses quoi de ça? Tiens, regarde, j'ai ça à faire, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et je me dis que c'est les relations que j'ai créées ces dernières années avec eux, mais parce que, comme tu le dis, j'étais émotionnellement disponible aussi pour ça, parce que je faisais quelque chose qui me plaisait. T'as tout à fait raison. En fait, c'est aussi ce qu'on dit dans la communication non violente, c'est qu'on privilégie la relation à ce qu'on doit faire comme tâche au quotidien. Et je pense qu'on est ici d'une génération aussi où on était beaucoup plus dans le faire que dans l'être. Et aujourd'hui, on bouleverse un petit peu les codes et on permet justement à la personne, à l'enfant, à notre interlocuteur d'être sans exiger de lui de toujours faire. Ça bouleverse aussi notre équilibre intérieur et l'équilibre relationnel. C'est Tout à précieux. fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, pour terminer cette interview passionnante, quelle est pour toi ta plus grande réussite ou un moment particulier que tu souhaites nous partager en lien avec le sujet du jour? Une des belles réussites, c'est que toutes les personnes qui viennent me voir en atelier repartent avec soit de l'apaisement, soit de la clarté. Et je pense que c'est déjà une grande victoire que de leur apporter ça. Le fait que mes enfants aussi aient envie de faire de la cuisine thérapie. Alors moi, je peux pas être leur thérapeute, mais on fait quand même quelques exercices d'improvisation culinaire ensemble. Et le fait qu'ils soient demandeurs de ça, je me dis que je leur véhicule vraiment le plaisir de mon métier. Et puis, il y a eu des belles prises de conscience en atelier pour certaines personnes. Je pense notamment à cette dame qui est venue me voir et qui a pris conscience que son métier ne faisait plus sens et est repartie dans son métier d'avant. Elle a osé dire non, je me suis trompée, je reviens en arrière, juste en un atelier en fait. Waouh! Ce couple qui est venu en parlant de leur projet, ils essayaient de faire un enfant depuis 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et puis ils ont pris conscience de leur force et de ce qui leur permettrait d'accueillir le bébé. Leur assiette créée ensemble, ils l'ont appelée On est prêt, tu peux arriver. Et un mois plus tard, ils me disent qu'elle est enceinte. Enfin, il y a des petites choses qui se mettent en mouvement comme ça. Et les retours qu'on me fait, ou cette personne encore qui me dit, j'ai fait l'atelier il y a 1 an, je me souviens que tu m'avais fait un feedback écrit, je l'ai relu et toute mon année, j'ai travaillé ça et aujourd'hui, je me sens plus épanouie. De voir tout ce qui s'active, rien qu'en ayant eu cette écoute précieuse que j'offre en atelier et cette créativité mise en mouvement avec la cuisine, pour moi, c'est merveilleux. Waouh, en tout cas, ça met des frissons partout ce que tu partages avec nous. Merci beaucoup pour ce partage et puis pour aussi le partage de ton parcours, car il nous montre qu'il est possible de se réinventer, même lorsqu'on se sent épuisé, qu'il est essentiel d'écouter les signaux que nous envoie notre corps avant d'arriver vraiment à la limite. Et c'est parfois dans les moments de grande fragilité que l'on trouve notre véritable force et ce qui va nous correspondre vraiment. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner de la force à cet épisode en le likant, en le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.